Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 4 juin 2023. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition qui reçoit comme chaque dimanche donc un invité. Il s'agit aujourd'hui de M. David Dossé. Il est coordonnateur du mouvement Tournons la page Togo, mais aussi du Forum citoyen Togo Debout. M. David, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour parler des conclusions du Forum international sur l'espace civique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, organisé donc par votre mouvement sœur ici au Niger, le mouvement Tournons la page Niger et ses partenaires. Nous allons donc parler des conclusions auxquelles ce forum a abouti. Alors, il y a quelques instants donc que ce forum a pris fin. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir comme conclusion issue de cette rencontre des activistes de la sous-région ouest-africaine? Tout d'abord, il faut rappeler que ce forum s'est tenu dans de très bonnes conditions en termes d'organisation et je voudrais, si vous le permettez, tirer un grand chapeau à l'équipe locale d'organisation avec à sa tête le coordonnateur national du Niger, M. Michael Zodi, et en profiter également pour dire que si ce forum a pu se tenir, c'est qu'il y a eu d'une certaine manière l'implication de l'État nigérien et qu'il n'est pas facile en ces moments d'organiser ce genre d'activité dans la sous-région. Nous étions récemment au Sénégal pour lancer la campagne pour la limitation des mandats. Nous avons eu du mal à organiser un simple concert. Je suis du Togo. Dans mon pays, le Togo, je pense qu'une telle organisation n'aurait pas pu se faire en ce moment. Et donc, c'est une bonne chose que l'État nigérien ait compris la nécessité de laisser la société civile se déployer et faire ses activités. Donc, nous avons donc réfléchi un peu sur l'état de l'espace civique dans la région, toutes les difficultés auxquelles nous faisons face, l'espace civique qui est restreint vraiment dans ses différentes composantes. Sa composante physique, nous avons par exemple du mal à organiser des rencontres entre citoyens pour réfléchir sur des questions d'enjeu national. L'espace civique est restreint au niveau de la sphère numérique. Nous avons beaucoup de difficultés. Vous avez des pays où il y a une vraie surveillance illégale à partir de logiciels d'espionnage comme Pegasus, ou enfin le cadre légal qui est particulièrement difficile, particulièrement contraignant dans certains pays. Et tout cela fait que la société civile, qui est pourtant un pan actif de l'épanouissement et du développement de la nation, donc tout cela fait que la société civile a du mal à se déployer. C'est ainsi que nous avons des camarades aujourd'hui qui, du fait de leur activisme, sont en détention au Togo. Ça a été le cas également au Niger. Je pense que certains ont été libérés et c'est une bonne chose. Au Burundi, au Gabon, et notre camarade de Tournons la page Guinée qui devait faire le déplacement, lui, a été empêché à l'aéroport de prendre l'avion. Voilà autant de situations sur lesquelles nous avons réfléchi. Et notre message, il est simple. Oui. La société civile n'est pas un danger pour les États. Au contraire, nous sommes là pour apporter notre part à l'édification d'une nation libre, démocratique, dans laquelle les citoyens sont vraiment épanouis et mettent toute leur énergie au service du développement. Les gouvernants ne doivent pas avoir peur de la société civile. Nous tendons la main vers les gouvernants. Il faudrait que les gouvernants saisissent cette main tendue pour qu'ensemble, nous puissions, grâce à la veille citoyenne, identifier les écueils, voir ce qui ne va pas dans la conduite de la gouvernance de l'État et ensemble construire une nation. Voilà. Donc c'est tout ce qui est issu de ce forum et je vous propose d'ailleurs de suivre, si vous permettez, le résumé de nos reporters qui étaient justement au niveau de cette cérémonie de clôture de ce forum. L'équipe est composée de Soumel Abdoulaye et de Nafissatou Yahya. Initié par Tournons la page TLP Niger, les travaux de ce forum international sur l'espace civique en Afrique de l'Ouest et au Sahel auront duré 72 heures. 3 jours d'intenses travaux qui ont permis aux participants de rendre publique cette déclaration dite de Niamey. Au terme de cette rencontre, nous participants au forum regrettons que dans de nombreux pays représentés, il persiste d'énormes défis quant à l'ouverture de l'espace civique et par ce fait à une démocratie saine qualifiée par la confiance entre les citoyens et l'État. Restrictions illustrées par l'interdiction de sortie du territoire d'Ibrahima Diallo de Guinée qui devait participer au forum. L'adoption de lois liberticides, les pratiques de criminalisation des acteurs de la société civile, la mauvaise gouvernance, les coups d'État militaires et constitutionnels, le terrorisme,
les conflits armés sont des maux qui minent nos pays et qui constituent des handicaps sérieux à l'éclosion d'une véritable démocratie. Assistons dans de nombreux pays à une confiscation des pouvoirs. L'instrumentalisation de la justice est telle que cette dernière est devenue un outil de répression assujetti à la volonté du pouvoir exécutif au lieu d'être un pouvoir qui protège les citoyens. Rappelons que l'espace civique n'est pas l'apanage des organisations de la société civile, mais constitue la pierre angulaire d'une société démocratique. Les travaux de ce forum ont pris fin sur une note de satisfaction générale pour avoir permis de diagnostiquer les problèmes qui minent l'espace civique au Sahel. Nous allons faire rédiger un rapport qui sera une compilation du rapport du forum, de la déclaration finale, pour envoyer à tout le monde, à tout un chacun, que ce soit au niveau des institutions, pour que ce soit un document de plaidoyer. Nous espérons que nous tous, nous serons engagés pour défendre et promouvoir l'espace civique à partir de la déclaration de Niamey. Il faut le souligner, ce forum n'a pas été seulement un forum de diagnostic de la situation ou de dénonciation de la situation, mais aussi ce forum a été un forum de proposition pour que nous puissions ensemble voir comment résoudre les problèmes qui se posent en matière d'espace civique, mais aussi les problèmes des droits de l'homme de la sous-région. L'occasion a été saisie par le représentant du président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, parrain de ce forum, pour saluer et féliciter les résultats auxquels sont parvenus les participants. La Commission nationale des droits humains, à ce titre, est entièrement solidaire de toutes les déclarations qui sont ici et que, connaissant l'engagement du président de la Commission et de l'ensemble des commissaires pour le respect des droits humains, je peux vous rassurer que tous les lobbies seront faits de manière urgente pour que, en tout cas, les résolutions qui concernent notre pays puissent être portées à l'oreille des autorités compétentes qui, elles-mêmes, connaissant leur engagement pour la promotion de la démocratie dans notre pays, auront une attention particulière pour qu'il y ait une avancée certaine dans l'ouverture de l'espace civique au Niger. Les assises de ce forum ont vu la participation de plusieurs experts et acteurs de la société civile venus d'Afrique et de l'Europe. Le forum de Niamey sur l'espace civique a aussi rendu un hommage à Laurent Duarte, secrétaire exécutif de Tournons la page pour service rendu à la société civile nigérienne. Voilà, Monsieur David, je reviens vers vous. Vous avez tout de suite dans votre mot introductif semblé faire en tout cas des éloges aux autorités nigériennes, rien que pour vous avoir laissé organiser donc on va dire ce forum ici. C'était pas, vous l'avez dit, possible au Sénégal, un concert. Vous avez également déclaré qu'au Togo c'était même pas imaginable plutôt. Alors, est-ce que pour vous le seul fait pour les autorités nigériennes de laisser organiser on va dire ce forum ici peut témoigner d'une certaine ouverture de cet espace, puisqu'on sait que c'est aussi un espace civique assez restreint ici au Niger. On a vu depuis des années pratiquement plus de manifestations, des acteurs civiques qui sont inquiétés, qui sont emprisonnés. Est-ce que ce seul fait de vous laisser organiser ce forum peut témoigner d'une certaine ouverture de ces autorités nigériennes? Une chose est certaine, c'est que la situation non plus n'est pas rose au Niger. Nous en sommes conscients, nous en sommes convaincus. Et je pense que c'est pour cette raison que Tournons la page Niger a souhaité organiser cette manifestation ici et inviter les autres organisations sœurs. Je rappelle que nous étions à peu près une cinquantaine de participants venus de 7 pays d'Afrique, sans compter ceux qui sont venus de l'Europe. Donc c'était assez représentatif et assez diversifié. Et ensemble, nous avons essayé de plancher sur l'état de la société civile, l'état de l'espace civique dans notre espace communautaire, donc en Afrique de l'Ouest. Et le Niger a fait sa présentation. Et donc, à partir de cette présentation, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Mais le fait que, déjà à l'ouverture, il y ait eu la présence du représentant du Premier ministre, pour nous, c'est un signal fort. Ça prouve qu'il y a des chances pour qu'il y ait de vraies passerelles entre la société civile et les dirigeants, donc le gouvernement, et que justement, cet espace, pour pouvoir se promouvoir, pour pouvoir se développer, nécessite un certain
degré de confiance entre les différents acteurs. Nous encourageons le gouvernement nigérien à aller dans le sens de ce que nous avons vu. Et donc, je répète, il y a certainement des problèmes, des gens qui sont encore enfermés, certaines manifestations qui sont interdites. Mais ce pas qui a été posé aujourd'hui nous encourage et j'espère que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on pourra voir beaucoup plus d'ouverture de cet espace civique ici au Niger. Et j'espère que cela pourra faire effet boule de neige dans d'autres pays. D'ailleurs, ce forum a eu comme recommandation de mettre sur pied un vrai réseau ouest-africain pour promouvoir le développement de l'espace civique et c'est une bonne chose parce que cet espace est vraiment en souffrance. C'est ça, mais justement on va parler de certains cas spécifiques de votre cas, notamment le Togo. Comment est-ce qu'on peut justement arriver à cet esprit d'ouverture des autorités, notamment togolaises, pour que justement il y ait plus d'espace pour l'expression citoyenne et tout le reste? Surtout que vous dirigez un mouvement qu'on appelle Tournons la page et qui vise entre autres, comme vous l'avez dit, à ce qu'il y ait des transitions démocratiques paisibles et tout le reste. Ce n'est pas le cas du Togo aujourd'hui. Comment vous vous en sortez, je vais dire? C'est extrêmement difficile et vous faites bien de poser la question puisque depuis pratiquement 18 mois, nous sommes, quand je parle de nous, je parle de notre organisation. Avec d'autres organisations partenaires, nous sommes dans l'incapacité d'organiser une simple rencontre citoyenne, un meeting. Il y a eu toute la période de la Covid-19 qui a servi de prétexte pour nous empêcher de nous réunir. Ensuite, généralement, c'est la préfecture qui envoie des interdictions alors que nous sommes sous le régime d'information, nous ne sommes pas sous le régime d'autorisation. Mais nous recevons régulièrement des interdictions de la préfecture qui interdit nos rencontres en évoquant notamment la situation sécuritaire au nord du Togo. Ensuite, ce sont parfois des éléments qui ne sont même pas contenus dans la loi qui encadre les manifestations au Togo. Et donc, dernièrement, nous avons été dans l'obligation de nous adresser à la chambre administrative en référé. Nous n'avons pas encore eu de retour, mais c'est pour dire que la situation est extrêmement difficile et cela témoigne justement du fait que les autorités togolaises n'ont pas encore compris le véritable rôle de la société civile qui est là. C'est un système de contre-pouvoir, certes, qui peut faire parfois beaucoup de dénonciations lorsqu'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas, mais nous avons également cette possibilité de faire des propositions qui vont dans le sens du développement de la nation. Et donc, nous sommes en fait de vrais partenaires du pouvoir et nous aimerions que le pouvoir puisse nous considérer comme des partenaires, mettre beaucoup plus de confiance sur la table, permettre aux citoyens de s'exprimer, et cela a été rappelé aujourd'hui, la nécessité de la liberté d'expression, elle a été rappelée aujourd'hui par le rapporteur spécial des Nations Unies. Je crois que c'est une chose particulièrement importante. Dans un pays, lorsque les citoyens ont la possibilité d'exprimer ce qu'ils ressentent, je vous assure que ça permet de dégonfler beaucoup de frustration, de faciliter les rapports, ça évite beaucoup de situations conflictuelles. J'ai envie qu'on parle un peu de la situation sur le plan démocratique au Togo. C'est que c'est pratiquement une succession dynastique, on va dire, qui règne sur le Togo. Comment ça se passe pour vous en tant qu'organisation qui prend donc cette alternance démocratique? Comment ça se passe pour que justement on aille vers des élections beaucoup plus ouvertes, pour que justement on sorte de ce règne, on va dire, d'une seule famille depuis quelques années déjà? Vous avez raison. Le Togo, parmi les 15 pays de l'espace CEDEAO, c'est le seul pays à n'avoir jamais connu une alternance démocratique pacifique. Ça, il faut le rappeler. Ensuite, vous l'avez dit, c'est une succession dynastique. Le président père, le général Gnassingbé Adema, a fait 38 années au pouvoir. Le fils, le président actuel, est en train de boucler son 4e mandat, donc 20 années au pouvoir. Je crois que ça fait beaucoup pour un seul pays. Et pour nous prenons de façon ouverte la nécessité pour le Togo d'aller vers une vraie alternance démocratique. Il faut qu'il y ait un changement de système, un changement de régime. Et pour cela, nous prenons, en tout cas nous y allons par les moyens dont dispose une organisation de la société civile. Mais nous espérons justement dans cette bataille bénéficier du soutien des autres organisations sœurs comme Tournons la page Niger. Et c'est une des raisons principales qui nous a amené à rejoindre justement le réseau Tournons la page. Nous sommes un grand mouvement. Ce mouvement prône l'alternance démocratique pacifique à la tête des pays. Et aujourd'hui, nous sommes inscrits dans une campagne qui est la campagne pour la limitation
des mandats présidentiels. Nous pensons qu'un mandat, 2 mandats, c'est suffisant. Et donc nous sommes en train de nous battre dans cette campagne pour que, au niveau de la CEDEAO, cette disposition puisse passer. Nous espérons, en tout cas, c'est vraiment la main sur le cœur, que nous sommes totalement engagés dans cette campagne. Nous espérons que d'ici à la fin de cette année, la CEDEAO prendra cette disposition vitale pour notre espace communautaire. Et si c'est le cas au niveau de la CEDEAO, nous verrons comment est-ce que nous pourrons faire en sorte que le Togo soit dans l'obligation de l'appliquer. Et cela peut-être pourra favoriser ce changement que nous appelons à la tête du Togo depuis tant d'années. C'est ça. Alors, l'espace civique, c'est aussi le cyberespace, vous l'avez évoqué. Il est également restreint de plus en plus. On a le cas récent du Sénégal avec les manifestations où on a vu que les autorités du pays ont décidé de restreindre certaines plateformes d'échange. Alors, quelles sont les dernières informations que vous avez sur cette situation au niveau du Sénégal, puisque au cours du forum, il y a eu même une déclaration spéciale sur cette situation? Tout à fait. Et donc, ça nous renvoie encore à ce que je disais tantôt, la nécessité vitale pour la CEDEAO d'arriver à inscrire la limitation du nombre de mandats présidentiels, l'inscrire en lettres d'or dans son protocole additionnel sur la bonne gouvernance et sur la démocratie. Je pense que si cela avait été fait, cela aurait peut-être davantage incité le président Macky Sall à déclarer depuis longtemps qu'il allait vraiment respecter les termes de la Constitution du Sénégal et dire qu'en février 2004, il ne serait plus candidat. Ça aurait permis d'éviter cette situation conflictuelle qu'on est en train de voir au Sénégal. Ça aurait permis qu'au Togo, on comprenne que le président Faure est en train de finir également son dernier mandat, puisqu'il en est à 4 mandats. Et si la CEDEAO décide qu'au maximum c'est 2 mandats, je pense qu'il aura fait plus que 2 mandats. Et il devrait comprendre que de façon patriotique, de façon, je ne sais pas, lorsqu'on aime vraiment son continent, lorsqu'on aime son pays, il y a des règles à respecter. Et la règle aujourd'hui, c'est que, ça a été démontré par des sondages effectués par Afrobaromètre, la règle aujourd'hui, c'est que 3/4 des Africains qui ont été interrogés estiment qu'il faut limiter le nombre de mandats à 2. Et donc, nous demandons tout simplement à ces chefs d'État qui ont fait leur maximum pour servir leur pays, qui se sont vraiment mis au service de leur nation, au terme de 2 mandats, de passer le témoin de façon apaisée, et ainsi ça peut permettre d'éviter beaucoup de choses comme ce qu'on est en train de voir au Sénégal. Vous avez parlé de la sphère numérique qui est en souffrance au Sénégal. C'est une réalité et je vous assure que cela fait partie de cette restriction de l'espace civique que nous constatons dans beaucoup de pays. Cela a été dit à suffisance lors de ce forum. Et si je reviens vers mon pays, le Togo, c'est un des pays, un des rares pays qui s'est servi de ce logiciel d'espionnage israélien qu'on appelle Pegasus pour espionner des acteurs de la société civile, des politiciens, des prêtres, des personnalités quelconques. Et je pense que c'est inadmissible de prendre autant d'argent pour espionner des gens qui sont en fait qui ne sont pas des terroristes, des gens qui ne sont pas dans le grand banditisme, des gens qui sont là juste pour apporter de la réflexion, pour permettre à la nation d'avancer. Voilà, justement, j'ai parlé du Sénégal. Une déclaration donc spéciale sur la situation dans ce pays a été lue justement par vous au cours de ce forum. Je vous propose de le suivre et de revenir sur ce plateau. Depuis quelque temps, nous constatons que le Sénégal, à l'image de certains autres pays africains, traverse une crise politique caractérisée par la volonté manifeste du président Macky Sall de briguer un 3e mandat, bafouant la limitation historique des mandats au Sénégal. Une crise qui a été exacerbée par la condamnation, le 1er juin 2023, du leader de l'opposition, M. Ousmane Sonko, à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, un verdict perçu par de nombreux Sénégalais comme une instrumentalisation de la justice. À la suite de cela, des manifestations violentes ont éclaté un peu partout dans le pays, engendrant la mort d'au moins 15 personnes, un grand nombre de blessés et l'arrestation d'environ 500 manifestants, parmi lesquels des membres de la société civile, des journalistes et des opposants politiques. Au vu de tout ce qui précède, nous,
participant au Forum international sur l'espace civique, présentons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Demandons une enquête indépendante et transparente pour éclaircir les circonstances de la mort des 15 personnes lors des manifestations. Déplorons le silence de la communauté internationale face aux exactions perpétrées par les forces de l'ordre. Condamnons avec la plus grande fermeté les dérives du régime du président Macky Sall et les répressions contre les journalistes et les acteurs de la société civile. Exigeons la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et leaders d'opinion. Exigeons le respect des libertés fondamentales, notamment les libertés de manifestation, de libre circulation et d'expression. Déplorons la réaction de la CEDEAO qui rejette la faute sur le peuple sénégalais et lui demandons d'intervenir afin d'apaiser la situation et d'exiger le respect strict de la limitation des mandats. Invitons le président Macky Sall à mettre en avant l'intérêt du peuple sénégalais. Appelons l'ensemble du peuple sénégalais à préserver la vie humaine, les biens publics et privés, ainsi que la cohésion nationale. Nous sommes tous sénégalais. Voilà donc la déclaration des participants au Forum international sur l'espace civique sur la situation au Togo. Alors, professeur Doussou, pour terminer, on a entendu qu'à l'issue de ce forum, le document, disons la déclaration dite de Niamey, servira d'élément de plaidoyer pour que justement l'espace civique soit de plus en plus ouvert dans nos différents États. Alors, est-ce qu'il y a déjà un plan, on va dire, une échéance pour que ce plaidoyer commence? Et est-ce que vous avez une idée de là où ça peut commencer avec le Sénégal? Ça pourrait être un point d'entrée, non, pour que la situation là-bas puisse évoluer vers, on va dire, des meilleurs jours, non? Une chose est certaine, l'actualité aujourd'hui tourne autour du Sénégal. Tous les yeux sont rivés sur le Sénégal. Et notre espoir, je l'ai dit à la fin de cette déclaration que j'ai lue, notre espoir, nous tous nous sommes Sénégalais, et donc notre espoir est que le Sénégal se relève très très vite de cette situation. Parce que le chaos au Sénégal ouvrirait la voie à beaucoup d'incertitudes pour l'ensemble de la région et nous ne le souhaitons pas. Pour ce qui est de la stratégie de plaidoyer, je rappelle que c'est Tournons la page Niger qui est vraiment la cheville ouvrière de ce forum. Et aujourd'hui, c'est Tournons la page Niger qui a le lead par rapport à cette stratégie de plaidoyer. Et donc, je ne voudrais pas dire autre chose à la place du président, du coordonnateur de Tournons la page, M. Zoli Michael, qui, je pense, aura largement, le moment venu, largement la possibilité de vous expliquer exactement ce qu'il y aura à faire en termes de stratégie. Alors, mais c'est sûr qu'il y a des points qui sont des points chauds sur lesquels il va falloir agir très vite. Ok, alors un mot de la fin pour clôturer cet entretien? Mon mot de la fin, peut-être? Ah oui, un appel vraiment, nous sommes tous Sénégalais, je me permets de le rappeler encore une fois aux autorités sénégalaises pour qu'elles puissent très très vite apaiser le climat sociopolitique au Sénégal et voir ce qui peut être fait pour le respect de la Constitution au Sénégal, pour le respect de cette disposition de limitation du nombre de mandats présidentiels et faire en sorte que le Sénégal que nous avions connu, qui était un pays de démocratie, un modèle de démocratie, on puisse le retrouver. Un appel également à l'endroit des autres pays pour qu'on comprenne que la société civile n'est pas un danger. La société civile, c'est un partenaire de développement, un partenaire de construction et d'édification d'une nation épanouie. Et un dernier appel, et de remerciements également, un appel, et puis des remerciements, si vous le permettez, aux autorités du Niger qui nous ont accueillis ici. Et franchement, là, notre séjour s'est passé de façon adorable. Merci pour cet accueil. Merci pour cette collaboration que nous avons sentie. La CNDH qui était présente lors des travaux, le représentant de la primature également qui était présent. Je pense que ce sont des signaux très très encourageants que nous aimerions voir dans nos pays également. Et en tout cas, prier les autorités nigériennes pour qu'il y ait beaucoup plus de facilité, de flexibilité dans les rapports avec la société civile. Et je suis convaincu que le Niger
servira de modèle de démocratie au reste de l'espace ouest africain. Merci beaucoup, professeur David Dossé. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement Tournons la page Togo, mais aussi du Front citoyen Togo, bien sûr. Citoyen, donc Front citoyen Togo debout. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau pour nous parler de ce forum international sur l'espace civique qui s'est tenu hier et aujourd'hui ici à Niamey. Merci vraiment d'être passé et restez avec nous pour la suite de ce journal avec notamment ce fait divers au niveau du quartier Kwarakano. C'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. C'est en effet dans la nuit d'hier aujourd'hui qu'une boutique a été cambriolée. En dehors des dégâts matériels, on déplore également une perte en vie humaine, nous rapportent nos reporters Salou Doumi et Adam Soumana. Il s'agit là de curieux présents sur ce lieu pour constater de visu les dégâts causés dans cette boutique de vente de bazin. Un cambriolage effectué dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juin qui a fait coûter la vie aux gardiens des lieux. Un acte que déplore le propriétaire de la boutique. Bon, nous les avons constatés ce matin. La police est venue sur les lieux pour prendre les dispositions requises. Nous, on ne peut pas dire ce qui s'est déroulé la nuit, mais bon, la boutique a été cambriolée et le gardien a été tué. C'est plus l'affaire de l'État que l'affaire d'un individu. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Nous voulons plus de sécurité dans le pays, c'est tout. C'est qu'il y a eu mort d'homme et ça là, c'est très dommageable pour sa famille et que justice soit faite pour lui. Ce vol suivi de mort d'homme prouve si besoin est que l'insécurité ne fait que gagner du terrain dans la capitale, malgré les multiples efforts salutaires des forces de défense et de sécurité visant à protéger les personnes et leurs biens. À la population de jouer sa partition en dénonçant les individus suspects et prêter main forte aux forces publiques pour le bien-être commun. La salle de réunion de la direction régionale de Tillabéri a abrité hier samedi une formation destinée aux membres du conseil régional de sécurité. La formation a porté sur les normes éthiques et déontologiques. Elle a été organisée par le conseil de sécurité régionale avec l'appui financier du programme Chiga de l'USAID. Le résumé avec Jubo Nuhu et Adamou Soumana. Les membres du Conseil régional de sécurité de Tillabéri se retrouvent par la présente rencontre à l'école de l'éthique et de la déontologie afin de bien remplir la mission qui est la leur. En marge de ces conclaves, l'un des organisateurs nous parle du processus ayant abouti à ce rendez-vous de partage d'expérience. En mars passé, on a eu à conduire la première phase de cette formation et aujourd'hui nous sommes réunis pour compléter la première phase. Donc aujourd'hui c'est la deuxième phase de la formation. Et donc cette formation, elle était l'émanation du Conseil régional de sécurité. Comme vous savez, donc, le Conseil régional de sécurité fait partie des structures avec lesquelles, au niveau du projet FICA, nous travaillons. Donc on a déjà eu à faire un travail avec eux où il y a eu des activités, des réunions de co-création où on a élaboré les activités qu'on devait mettre ensemble avec le Conseil régional de sécurité. Donc cette formation sur les normes d'éthique et de déontologie était sortie de ces assises-là. Donc c'est la raison pour laquelle le projet est en train, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations ici, de ces assises-là, que cette formation est en train d'être faite. Aux chargés d'appui aux réformes politiques de Chiga USAID, d'évoquer par la suite leurs attentes à l'issue de cette formation. Notre vœu est que cet appui en renforcement des capacités puisse faire en sorte qu'au sortir de ces formations, que les capacités des membres du Conseil régional de sécurité soient renforcées pour qu'ils puissent, en ce qui concerne les normes d'éthique et de déontologie, vous n'êtes pas sans le savoir, nous sommes dans un contexte d'insécurité. Donc c'est important que l'éthique et la déontologie prévalent à tout le niveau. Au vu de la composition des participants à cette rencontre, l'on peut sans risque de se tromper dire que les résolutions et recommandations qui y seront issues vont être d'une grande utilité pour la région du fleuve qui fait face à une situation d'insécurité liée notamment au terrorisme.
Du sport pour refermer ce journal, et c'est du football avec la préparation de l'équipe nationale des moins de 23 ans qui prépare donc sa participation à la phase finale de la CAN de la catégorie prévue au Maroc. Dans le cadre donc de cette préparation, l'équipe MENA U23 a donc rencontré hier après-midi l'équipe de l'AS Police. À l'issue de la rencontre, c'est les équipes, donc les joueurs de l'équipe nationale de 23 ans qui ont battu celle de la Police par un score de 3-0. Issaka Adamou est membre du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football. Il se prononce sur cette phase de préparation de l'équipe nationale à cette phase finale de la CAN des moins de 23 ans. Je propose de l'écouter. Globalement, je pense que c'est un bon match, surtout que ce qu'il faut retenir pour ces deux premiers matchs-là, c'est vraiment des matchs tests pour permettre à l'encadrement d'arrêter leur liste. Parce que déjà, on est rentré dans le mois de juin, d'ici peu de temps, la liste sera arrêtée parce qu'il faut faire les enregistrements pour le TMS. Et donc, l'entraîneur a besoin, c'est vrai qu'il y a les entraînements, mais il a besoin des matchs réels, des matchs tests pour pouvoir apprécier. Parce qu'actuellement, il a, si je ne me trompe pas, il a jusqu'à 27 joueurs. Il y a encore 3 ou 4 qui sont presque des titulaires sûrs qui ne sont pas là. Donc c'est important pour lui de jouer ces deux matchs pour pouvoir arrêter sa liste. Et avec maintenant l'équipe, la liste définitive, il aura la chance de jouer encore 2 autres matchs au Maroc avant de participer à la CAN, notamment contre la Guinée et le Congo. Nous-mêmes en comité exécutif, on en parle toujours. On sait que vraiment à un certain niveau, c'est important d'avoir des psychologues. Pour le moment, on n'a pas de psychologue attitré. Mais il y a des gens qui jouent ce rôle-là dans l'encadrement, même au niveau des dirigeants. Mais on est en train de penser à ça parce qu'il faut vraiment trouver le psychologue. Il faut aussi quelqu'un qui maîtrise vraiment le milieu. Mais on est sur des pistes, on est en train de réfléchir. Je pense qu'on tend vers ça, Inch'Allah. Mais on a conscience de ça. On a quand même un budget qu'on a transmis. Certes, on n'a pas encore commencé l'exécution de ce budget-là, mais je pense qu'on a eu des assurances auprès de notre ministère de tutelle que tout sera en ordre avant qu'on quitte. En attendant, la FENIFOOT, on est en train de préfinancer pour faire cette préparation, pour faire venir les joueurs et puis permettre à l'encadrement. Je pense quand même qu'ils sont dans de bonnes conditions pour se préparer pour cette CAN. On va au Maroc, vraiment notre souhait à nous tous, vraiment c'est de pouvoir participer pour la première fois aux Jeux Olympiques. Et on pense que c'est possible. Et on va pour ça, Inch'Allah, on va se battre. Et avec la communion d'esprit, parce que c'est surtout de ça dont on a besoin au niveau de tout le peuple nigérien. Voilà, c'est sur ce que se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.